on sait que tu habites Douala, Oui. mais personne ne connaît ton adresse ni avec qui tu vis, semble-t-il. Alors, ce qu'on sait par contre, c'est que tu as débuté ta carrière en 2015 avec Oui. Justine Toa dans un film intitulé Coïncidence. Et en même temps, vous avez fait la même année un film qui s'appelle Robe ou Robé, je ne sais pas. Oh. Alors, qui es-tu, Tata Mimi? Présente-toi. Cette Mimi est une jeune femme camerounaise, un peu vieille bien sûr. Quand je dis jeune, c'est dans le cœur. Je suis née le 16 mai 1975 à Douala. J'y ai vécu toute ma vie d'ailleurs, toutes les écoles de primaire jusqu'à l'université. Voilà. Donc, avant d'entrer dans le cinéma, j'ai fait beaucoup de petits métiers ici et là, comme on le fait communément au Cameroun, hein, c'est pas donné. Donc, après mon BTS en informatique de gestion, je n'ai jamais vraiment pu décrocher un vrai boulot avec mon diplôme. Donc, du coup, j'ai fait beaucoup de petits boulots. Et jusqu'en 2015, quand je me retrouve à faire aussi du cinéma, comme un des autres petits boulots que j'avais toujours eu à faire. Donc, j'ai pris goût et ça fait 5 ans que j'y suis. J'aime bien ce que je fais. Waouh, c'est bien dit. Alors là, on a entamé déjà notre série de questions. La première question, c'est celle-ci. Dans de nombreuses émissions télé au Cameroun, tu avais déclaré que devenir actrice avait été ton rêve depuis ton enfance. Aujourd'hui, on te voit dans le casting de pratiquement tous les grands réalisateurs camerounais. Mais on voit aussi que tu es allé très loin parce que non seulement que tu es devenue actrice, mais aussi tu es productrice et scénariste. Est-ce que c'est des nouveaux rêves ou des ambitions tout simplement? Explique-nous. Bon, quand j'entre dans le cinéma en 2015, ouais, c'était vraiment pour devenir actrice. J'étais plutôt intéressée par le métier de l'actorat et c'est même le cas toujours aujourd'hui. Mais je dois dire que j'ai embrassé les autres métiers du cinéma par nécessité, parce qu'à un moment donné, il le fallait. Voilà, il le fallait à un moment donné, puisque le cinéma actuellement au Cameroun est, je vais dire, embryonnaire. Voilà, en dehors des années 80, 80, 70, 75 jusqu'à 85, où ça avait un peu essayé de bouger. Après, ça s'était complètement endormi. Donc, du coup, aujourd'hui, tout est à refaire. Donc, quand on y entre en tant qu'actrice, on se sent un peu limité. On se sent un peu limité parce que les productions ne sont pas au rythme souhaité. Ça veut dire qu'en tant qu'actrice, vous allez vous retrouver peut-être dans un film, un ou deux films par an. Vous conviendrez avec moi qu'un acteur, ce n'est pas trop lui faire travailler. Donc, du coup, je deviens productrice parce qu'il le fallait. Voilà, je me retrouve dans un groupe. À un moment donné, on avait quelques petits projets sous la main avec Robe et Coïncidence, les deux premiers longs métrages dans lesquels j'ai évolué. On avait ce projet sous la main et il n'y avait personne pour nous produire. Il n'y avait vraiment, quand je dis personne, c'est personne. Même pas de scénario. Ça veut dire qu'on avait l'idée dans la tête. On s'est dit, voilà, on a envie de faire un film. Je me suis retrouvée obligée d'écrire le scénario. Pas parce que je voulais, mais parce qu'il fallait bien que quelqu'un écrive le scénario. Et quand on a fini d'écrire le scénario, il fallait maintenant produire. Voilà, il n'y avait personne qui avait un sou parmi ceux avec qui je devais travailler. Et je me suis dit, bon, voilà, qu'est-ce qu'il faut pour produire? On m'a dit, voilà ce qu'il faut avoir une maison de production, il faut être légal, il faut, voilà, tous les papiers qu'il faut. J'ai dit, bon, je me lance. C'est comme ça que je crée la maison de production et je légalise tous les papiers. Et puis, on se lance dans la production. Et même pendant la production, on dit qu'est-ce qu'il faut? Il faut des sites, il faut déplacer l'équipe de tournage. Je me dis, on se retrouve obligé de faire tout ça, pas parce qu'on veut,
Mais parce qu'on a des petits moyens et qu'il faut jongler et dépenser le moins possible. Et en plus, on n'a pas assez de ressources. Donc, c'est comme ça que je me retrouve en train de faire tout ça à la fois. Ok, merci. La deuxième question, c'est celle-ci. C'est à propos des rôles que tu joues. Je sais que Zandel aussi a quelques questions à propos de tes rôles aussi. Je pose d'abord mes questions et puis elle va aussi compléter s'il le faut pour que tu répondes comment de manière générale à ces deux questions-là. Au fait, si tu n'es pas une femme boudeuse ou méfiante comme dans le jugement dernier, tu es une femme méchante, trop méchante même, comme dans Orphelia. Et si tu n'es pas une femme méchante, alors tu es une Chisa. Et j'ai même lu dans un magazine qu'on a parlé de toi, on dit ceci, je cite, une ex-Chisa hantée par le karma de la Chisa. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça doit être quelque chose de très lourd, ça. Alors, est-ce que c'est vraiment ça ton personnage dans la vie de tous les jours ou c'est juste des rôles? Zandel, tu peux compléter aussi peut-être? Oui, ouais, bien sûr. Je rejoins en fait la question à Martin parce que on voit souvent que tu prends des rôles qui sont quand même assez durs. Moi, c'est ce que je constate. Il y a des rôles où tu es vraiment tout le contraire, mais majoritairement, tes rôles sont souvent des femmes vénales, des femmes qui prennent les copains de sa fille, qui est des rôles où tu es la maîtresse d'eux et des rôles où tu peux être vraiment très mauvaise, où tu peux carrément aller vendre ton enfant pour la richesse, pour l'argent. Donc moi, je voulais savoir, Tata Mimi, qu'est-ce qui t'attire à jouer justement ces rôles-là? Merci Sandrine pour la question. Je vais dire, en fait, je n'ai pas choisi. À aucun moment, je n'ai imposé à un réalisateur ou producteur, un réalisateur de m'attribuer ce genre de rôle. Non, pas du tout, pas du tout. Avec le tout premier film, je crois que c'était Coïncidence, le premier film dans lequel je séduis le copain de ma fille, le fiancé de ma fille. En fait, pour ce film-là, on avait plutôt besoin d'un homme. Ça veut dire que ça devait être l'opposé. Donc, c'est un homme qui devait sortir avec la copine de son fils. Bon, malheureusement, dans notre groupe, on n'a pas eu un monsieur assez charismatique pour porter le rôle. Et puis, on s'est dit, mais pourquoi ne donc pas faire l'inverse? C'est comme ça qu'on décide donc que je sois la maman qui sortira plutôt avec le copain de la fille. Donc, c'est comme ça que cette idée est venue. Maintenant, pour le reste, je ne sais pas pourquoi les réalisateurs m'attribuent toujours ce genre de rôle. Je ne sais pas trop, mais il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, et j'ai pris ça comme un compliment, hein. Il m'a dit, je crois que c'était Blaise Option, quand il m'a donné le rôle dans Le Prix du péché, quand j'ai fini de lire le scénario, j'ai dit, boss, on va finir par m'identifier à une genre de femme aigrie, je veux dire mauvaise. Parce que partout où je passe, on me donne presque le même genre de rôle. Je me dis, je pense que j'ai vraiment pris ça comme un compliment. Hein, et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'accepte ce genre de rôle sans trop me poser des questions. Il me dit, l'avantage avec toi, c'est que tu as un certain âge et tu es belle. Bon. Parce que généralement, quand le rôle de méchante est incarné par une personne, bon, ce n'était pas pour dénigrer les autres. Quand le rôle de méchante est incarné par une personne qui n'est pas agréable à regarder physiquement, ça risque de lui coller à la peau et amener les gens à la détester pour de vrai. Toi, par contre, les gens, au-delà de ton personnage, vont aimer te regarder encore et encore partout où tu vas jouer parce que tu dégages quelque chose et c'est ça qui va les séduire plus que le personnage que tu incarnes. Et moi, j'ai pris ça comme un compliment, voilà, et jusqu'à aujourd'hui, je n'hésite pas. Et c'est vrai que quand on te voit dans une production et que ça marche, les autres aussi n'hésitent pas à emboîter le pas et à te donner le même genre de rôle.
Je crois que c'est pour ça. Mais dans la vraie vie, aimer Virgile Makombo n'est pas du tout comme ça. Ah non, pas du tout. Je n'irai jamais sortir avec le mari de ma fille. Ça rassure alors. Jamais. Rien que le personnage. Ok, merci. Moi, quand j'ai appris que personne ne connaissait ton adresse ou avec qui tu vivais, alors je me suis dit, c'est peut-être à cause de tous ces rôles-là qu'elle se cache. Oh oui, aussi un peu. Voilà. Aussi parce que tout de suite, je ne sais pas pourquoi, mon inbox est tout le temps saturé des messages des jeunes qui veulent. D'aucuns disent oui, voilà, la mère, je vais être ton rythmeur, je vais être ton gigolo, je vais être ton joueur, je veux. J'ai dit, mais arrêtez un peu, ne venez pas mélanger la fiction et la réalité. Vous avez fini de regarder un film, c'était bon là. Maintenant, et même je suis dans sa vraie vie, n'est pas du tout ce que vous croyez. Donc, du coup, j'en suis arrivée à. Je suis déjà quelqu'un de très, très secret. Voilà, de très casanier et de très solitaire aussi. J'aime bien la solitude. Donc, du coup, les seuls moments où je me défoule vraiment et où je m'ouvre aux gens, c'est quand je suis en train d'interpréter un personnage. Je pense qu'à ce moment-là, je m'éclate vraiment parce que dans le fond, personne ne sait qui est la vraie Aimée Virgile. Donc, du coup, maintenant, ce que les gens voient à travers le cinéma, je pense que c'est une autre partie de moi, mais ce n'est pas mon quotidien. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup. Raoul, tu as une question aussi? Moi, j'ai encore deux ou trois questions là-bas. Oui, j'ai une question. Parce que tout à l'heure, elle disait qu'on lui attribue beaucoup ce genre de rôle, mais j'ai l'impression que même quand c'est elle-même qui produit et dont je suppose qu'elle choisit donc ceux qui vont jouer des rôles, elle s'attribue également ce genre de rôle. Donc, je ne vais pas accepter que c'est les rôles qu'on lui attribue à chaque fois, en fait. Je crois qu'elle se sent bien dans ce genre de rôle, peut-être parce que le public, je ne sais pas. Non, là, je l'ai fait. Je pense que je l'ai fait sous j'ai été un peu bousculée par Patrick Kenyé. Patrick Kenyé de Vouri TV, parce qu'il m'a dit un jour, Aimé Virgile, voilà, généralement dans le cinéma, c'est mieux que tu essayes je ne sais pas, de marquer le public dans une certaine catégorie. Et maintenant, après, tu pourras chercher je ne sais pas, à entrer et sortir comme tu veux. Mais déjà, le public te connaît comme celle qui est toujours en train de faire des choses avec, si ce n'est pas avec le mari de ses filles, c'est avec. Voilà, il m'a dit, essaye un peu. Quand tu vas écrire Woman Material, je pense qu'il me le disait quand je me lançais dans Woman Material. Il a dit, essaye de ne pas sortir de cela. Comme ça, tu vas d'abord t'asseoir dans l'esprit du public en tant que celle-là. Et maintenant, après, tu vas laisser l'actrice qui est en toi voilà, se balader avec incarner les autres rôles. Je pense que ça serait mieux. Non, ce n'est que comme ça que j'ai donc décidé d'écrire un peu, puisque ma matière, c'est moi qui l'écris, d'écrire quelques épisodes où je ne suis pas très catholique. Ok, merci. Donc, j'ai deux questions. La première question, c'est de savoir comment, Aimé Virgile, tu fais aujourd'hui pour vivre du cinéma. Est-ce que tu arrives vraiment à le vivre? Quels sont les différents moyens que tu trouves pour te rémunérer en tant qu'actrice au Cameroun? Merci Zandel. Je vais dire, pour l'instant, je ne vis pas entièrement du cinéma. Voilà, parce qu'en dehors d'être actrice de cinéma, productrice, scénariste et tout, je suis d'abord barmette. Ça veut dire que j'ai 2 bars qui tournent actuellement, qui me permettent de m'en sortir au quotidien. Bon, maintenant, je vais dire aussi que je commence un peu à bénéficier des retombées du cinéma depuis que je me suis lancée dans la production de Woman Material. Parce qu'avant ça, j'avais déjà fait une série que j'ai coproduite avec Gisèle Touatoubion de Détresse. Mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais eu l'opportunité de vendre à une chaîne de télévision. Donc, on avait mis près de 10 millions de francs dans le projet. Et jusqu'ici, on n'a jamais eu l'opportunité d'en tirer quelque chose. Bon, peut-être quelques vues sur YouTube, mais après, ce n'était pas grand-chose.
Mais depuis que j'ai commencé avec Woman Material, je dois dire que, en fait, la série s'autoproduit. Donc, ce que je réussis à tirer de YouTube me permet de continuer à produire. Je pense que sinon, je me serais arrêtée depuis longtemps. Oui, Huguette, ça va se couper. Je suis en interview là. Donc, je te rappelle après, s'il te plaît. Je ne sais pas si tu me suis. D'accord, je comprends mieux. OK. En tout cas, j'espère qu'avec le temps, ce sera beaucoup plus rentable pour toi d'être aussi actrice. Voilà, on espère. Et la deuxième chose que je voulais demander, c'est par rapport à la production. Depuis le premier film ou la première série que tu as réalisée et aujourd'hui, quelles sont vraiment les leçons que tu as tirées et peut-être les erreurs que tu regrettes? Parce que moi, je t'ai connue avec Orphelia. Enfin, c'est comme ça que j'ai su que tu faisais aussi de la production avec Orphelia. Mais c'était pas mal, mais peut-être je me suis dit qu'il manquait un peu de moyens. Donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu aimerais en fait comme opportunité dans la production? Quelles sont les leçons que tu as apprises, etc. Bon, c'est vrai que quand j'arrive dans le cinéma en 2015, je me lance directement dans la production parce qu'il fallait quelqu'un pour produire. On avait une série sur la main et je me suis lancée, je dois dire, un peu à l'aveuglette. Voilà, je ne savais pas exactement où j'allais. Et voilà, je pense que c'est tout ça, je vais dire quoi? Tout ça voilà, qui ne m'a pas vraiment aidé à faire de Tourbillon de détresse le projet porteur qu'il aurait dû être. Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup, quand je regarde encore cette série aujourd'hui, ce feuilleton aujourd'hui, je réalise qu'il y a vraiment eu beaucoup de quoi que j'aurais sans doute corrigé et beaucoup amélioré si ça avait été fait aujourd'hui. Non, je suis un peu entrée dans le cinéma par la grande porte sans vraiment m'y connaître. Bon, aujourd'hui, par exemple, je dois dire que je me suis un peu assagie et j'ai compris un peu, j'essaye un peu de comprendre comment ça fonctionne parce que quand j'ai décidé, par exemple, en 2019, en début 2019, avant le lancement de Woman Material, j'avais une série de 5 longs métrages que je voulais produire et réaliser. Et puis, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que je vais en faire? Si l'essentiel, c'est, après avoir fini de produire, c'est pour aller déposer sur YouTube ou bien mettre dans les tiroirs, je ne maîtrise aucun circuit, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que c'est vraiment par là qu'il faut, c'est vraiment comme ça qu'il faut s'y prendre? Alors, c'est pour ça que je me suis dit, voilà, je vais mettre sur pied des petites séries, une petite web série de 13 minutes. C'est après que Salem Kedi a réussi à trouver le nom Woman Material. Je me suis dit, je vais mettre sur pied une petite série qui va passer en même temps sur YouTube, sur Facebook. Ça va d'abord permettre au public de savoir que nous existons en tant qu'acteurs. Parce qu'un acteur, vous conviendrez avec moi, qui n'est pas connu dans son propre pays, qui n'est pas populaire, qui n'est pas connu du public, ne peut pas faire le plein de la salle. Je ne sais pas trop par quel miracle on réussira. Sinon, c'est qu'il faudra peut-être braquer les gens pour les amener à acheter des billets. Donc, j'ai donc décidé de commencer par quelque chose qui va d'abord me rendre un peu plus populaire et amener le public à me découvrir. Et ce n'est qu'après ça, maintenant, que je pourrais peut-être, et c'est prévu pour 2021, passer à des productions un peu plus sérieuses, comme les longs métrages, avec pour objectif de projeter dans les salles des différentes grandes villes du Cameroun et pourquoi pas vendre à des chaînes de télévision et aussi voilà, à l'extérieur. C'était un peu ça l'objectif. Aujourd'hui, maintenant, non seulement, je vais dire quoi, la passion du premier moment, quand j'arrive dans le cinéma, est un peu passée. Donc maintenant, je réfléchis en termes de, je vais dire, on ne fait pas un business pour perdre. Sinon, un producteur ne doit pas être pauvre. C'est ça pour moi. Un producteur doit gagner. Et ça, c'est en gagnant que tu améliores tes productions au fil du temps. Mais si tu dois produire pour perdre, au fil du temps, tu finiras par ne même plus faire, je crois, une série de 5 minutes. Donc maintenant, quand je dis je produis, il faut que je cherche, je réfléchisse d'abord à comment je vais faire pour rentrer dans mes fonds. D'accord. Ok, merci. Merci beaucoup pour cette réponse. Zandel, tu avais commencé à poser ta question, mais là, oui, la voix ne sortait ça, pas. Alors, ça a coupé. Voilà, vas-y Ouais. maintenant. Oui, moi j'avais une question par rapport au personnage parce que du coup, je voulais savoir justement les personnages qu'elle incarnait. Est-ce qu'on c'est à elle qu'on pense en premier ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui passent les castings ou qui ont candidaté en fait?
Bon, jusqu'ici, Zondel, je dois dire que généralement, c'est à moi qu'on pense en premier. Voilà. Il y a eu quelques productions dans lesquelles j'ai dû, voilà, ne pas être disponible et c'est à ce moment-là qu'ils ont, voilà, que le réalisateur a sollicité quelqu'un d'autre, mais généralement, voilà, on m'appelle en premier, on me donne le scénario et quand je lis et que j'apprécie et que je donne mon OK, voilà, généralement, c'est comme ça. Je ne suis pas encore jusqu'ici passée après une autre. D'accord. Voilà. Très bien. Merci. On continue alors avec les questions. Il y a quelqu'un qui a une autre question? Moi, j'en ai encore Oui, quatre là. j'avais une question. Oui. Enfin, deux questions. Oui, la première, Vas-y c'est avec par la rapport première. au moyen de distribution dont tu parlais tout à l'heure. Pardon? Pose d'abord la première et ensuite, après la réponse, tu poseras la Oui, seconde. c'est ça que je veux faire. D'accord. Oui, la première, c'était en rapport avec les moyens de distribution. Je voudrais savoir si aujourd'hui, elle maîtrise, si Tata Mimi maîtrise mieux les moyens de distribution, tout ce qui est salle, digital, télévision, festival. Donc, j'aimerais d'abord savoir si elle maîtrise aujourd'hui tous ces éléments-là. Bon, je ne vais pas aller jusqu'à dire que je maîtrise, mais au moins, j'ai commencé par les plus accessibles. Voilà, j'ai commencé d'abord par Facebook et YouTube. Aujourd'hui, j'ai commencé par Facebook. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai ma propre page Facebook avec plus de 300 000 abonnés. C'était d'ailleurs mon objectif quand je me lançais dans la production de Woman Material. Et depuis quelques mois, je crois que nous sommes déjà au 4e mois, que ma chaîne YouTube aussi a été mise sur pied et jusqu'à présent, je ne suis pas très déçue par les résultats. Donc, maintenant, après ça, maintenant, il y a aussi quelques chaînes de télévision au Cameroun qui, pour l'instant, s'intéressent un peu à la production locale, c'est-à-dire la CRTV et Canal 2 Movie. J'ai déjà fait mes entrées là-bas. À la CRTV, nous avons 2 films qui sont passés là-bas, Coïncidence Zéro. Pour l'instant, depuis quelques temps, j'essaie encore avec Tourbillon de détresse, mais ce n'est pas encore vraiment ça, mais je ne désespère pas. À Canal 2 aussi, il y a Woman Material, la première saison, qui est passée là-bas. Voilà. Donc, ne serait-ce que déjà sur le plan du Cameroun, je dois dire que pour les chaînes de télévision qui s'intéressent au cinéma que nous faisons actuellement, voilà. On peut dire qu'on est déjà en contact avec eux, que ce soit avec LTM aussi. Voilà. On a aussi tourné dans une série des filles de l'heure qui était produite par Dinali. Ça passait dans sa chaîne de télévision. Donc, pour l'instant, sur le plan local, je pense que ça va. Bon, maintenant, c'est sur le plan international. Je pense que sur le plan international, ça serait peut-être plus intéressant pour nous, producteurs, qui n'avons pas le bras assez long pour un départ, de commencer par travailler avec des distributeurs qui se sont fait un nom. On a par exemple des contacts de quelques distributeurs du côté de l'Afrique de l'Ouest. On a par exemple Vori, voilà, Patrick Aigné de Vori TV, qui, voilà, qui distribue aussi des films à l'extérieur. Je pense que c'est déjà pas mal pour un début, parce qu'avec ça, quand tu sors par exemple un long métrage, parce que pour nous, l'objectif actuellement, ce n'est pas trop déjà voilà. C'est vrai que quand on fait un film, c'est pour vendre. Mais tu ne peux pas être star à l'extérieur de ton pays si on ne te connaît pas à l'intérieur. Ça veut dire que tout, pour nous, pour moi en tout cas, doit commencer à l'intérieur. Il faut déjà que nous, en tant qu'acteurs, qu'on se fasse un nom dans notre propre pays. Et à partir de ce moment-là, à l'extérieur, je pense que ça serait un peu plus facile d'aller à la conquête des autres pays. D'accord. La deuxième merci pour la réponse. Oui, la deuxième question, c'était quel a été le déclic pour... qu'est-ce qui a été le déclic qui t'a permis de dire je veux faire du cinéma en fait? Bon, en fait, je ne dirais pas vraiment déclic parce que c'est ma maman qui me disait toujours que bon, là où j'habitais avec ma mère, on était un peu
dans un endroit un peu retiré par rapport aux autres maisons. Et comme à l'époque, il n'y avait pas de télévision chez nous, voilà, j'étais toujours en train d'aller chez le voisin. Et pour arriver chez le voisin, il fallait faire au moins 500 mètres. Le voisin le plus proche avec qui je m'entendais bien, chez qui je pouvais visionner jusqu'à X heures. Et il y avait une petite forêt là, un petit lopin de terre un peu touffu et un peu effrayant. Elle me disait toujours, le jour qu'un serpent va te mordre là-bas, ne viens pas pleurer. Parce que j'ai toujours été passionnée par les films. Voilà, chaque fois que j'ai un film, je me sentais toujours dans la peau, je me représentais être dans la peau d'un personnage, d'un des personnages, bon, celui qui me marquait le plus. C'est comme ça que j'ai aimé le cinéma depuis toute petite. Mais de là à dire que être actrice, ça faisait vraiment pas partie. Vous savez, au Cameroun, à un moment donné, on se bat tellement pour avoir le pain quotidien qu'on oublie même de... Voilà, on oublie ce qu'on appelle passion. C'est pas facile de gérer cette passion quand on n'a pas suffisamment mangé. Donc, du coup, je dois dire que le truc même qui m'amène à faire du cinéma, je pense que c'était en 2009. En 2009, oui, quand je suis allée au Ghana. J'avais décidé comme ça à un moment donné de ma vie. J'avais économisé, hein, j'avais peut-être un petit 500 000. J'ai dit, bon, je vais aller faire le tour de l'Afrique de l'Ouest parce que j'aime aussi les voyages par-dessus tout. Je suis arrivée au Ghana. J'ai commencé au Nigeria, le Bénin, le Togo. Le Togo, je suis arrivée. Je suis d'abord allée en Côte d'Ivoire et puis je suis rentrée au Ghana parce que j'avais beaucoup adoré le Ghana. Donc, j'ai décidé de passer un peu plus de temps là-bas. C'est comme ça que dans mes balades, un jour, je suis tombée sur un monsieur nigérian qui m'approche, il me dit waouh, tu es très belle. Je dis à l'époque, j'étais belle, hein. Ça, j'étais belle. C'est pareil. Non, tu es toujours belle. À l'époque, hein. Toujours belle. J'étais trop belle à l'époque. Toujours aussi belle. Toujours, oui, ne t'inquiète pas. Il me dit, voilà, tu ressembles à une actrice. Je dis, malheureusement, je n'ai jamais fait. Même le théâtre, je n'ai pas fait le théâtre à l'école. C'était pas mon truc. Moi, je trouvais que aller dans un club de théâtre, quand j'y allais, je trouvais que c'était ennuyeux, c'était fatigant. Les gens ne donnaient pas exactement comme j'aurais voulu que ce soit. Et du coup, je faisais jamais un mois là-bas. Je trouvais que c'était pas assez comme il fallait. Je lui dis non, j'ai jamais fait le cinéma. Il me dit pourtant, tu as toutes les allures d'une reine du cinéma. Je dis non. Il me dit, est-ce que ça ne te tente pas? Bon, j'étais en vacances, je voulais m'éclater. J'ai dit, bon, pourquoi pas? J'ai même cru qu'il me le fait. Il m'a dit, bon, moi, je suis dans un groupe, on est en train de préparer un film, un long métrage. Donc, si ça t'intéresse, demain, on va y aller pour le casting. Et tu vas tenter ta chance. J'ai dit, mais malheureusement, mon anglais est assez juste. Je jongle en anglais, je ne m'en sors pas encore vraiment. Il dit, mais justement, on a besoin de quelqu'un qui va jouer le rôle d'une secrétaire bilingue qui a été affectée d'un pays francophone. Donc, ça tombe même bien que tu ne sois pas, que tu t'exprimes pas bien en anglais. Bon, j'ai dit, OK, ça marche. Il m'a dit, mais pour l'occasion, je vais te faire passer pour une grande actrice camerounaise qui est venue en vacances au Ghana. Voilà. Donc, essaie de jouer le jeu parce que je veux vraiment que tu passes le casting parce que tu as le profil parfait. Bon, imaginez un peu se retrouver devant plus de 100 personnes. Quand je suis arrivée, je ne savais pas qu'il devait avoir autant de monde. Je me retrouve là-bas devant plus de 100 personnes dans une salle de classe, dans une école primaire. J'ai dit, mais tu ne m'as pas dit qu'il devait avoir autant de personnes. Il me dit, joue le jeu. Voilà, vous imaginez un peu qu'on dit, quand tu es une grande actrice qui vient du Cameroun, il faut jouer le jeu. J'avais dans le cœur, là, ça allait dans tous les sens. Je pense que c'est le seul vrai casting que j'ai vraiment dû passer dans ma vie. C'est le seul vrai rôle, je veux dire. Parce que là, je jouais le rôle d'une grande actrice qui vient du pays francophone. Pourtant, je n'étais pas. Je pense que c'était le tout premier rôle de ma vie et je l'ai adoré. Mon cœur battait. J'avais l'impression que ça devait sortir de l'intérieur tellement j'étais... Dieu merci, j'ai passé le casting haut la main. Voilà, et j'ai été retenue. Pour le film, j'avais, je crois, 5 scènes dans le film. Et je dois dire que jusqu'à présent, je n'ai jamais été aussi bien traitée que là-bas au Ghana quand personne ne me connaissait. J'étais logée, nourrie, véhiculée. Pendant les 2 jours que j'ai fait là-bas pour le tour, voilà, j'étais vraiment... Puisque dans leur tête, j'étais une grande actrice camerounaise venue qui était en vacances chez eux. Donc, il fallait qu'on me montre l'hospitalité ghanéenne et tout.
Donc, je lui ai dit que c'est vraiment ça qui me fait comprendre qu'en fait, je peux être actrice. Quand je reviens donc au Cameroun, c'est vrai, en 2010, je reviens au Cameroun. J'ai voulu m'installer là-bas, mais malheureusement, il y avait trop de choses qui n'ont pas marché. Donc, j'ai décidé de revenir au Cameroun. Et quand je reviens au Cameroun, j'oublie complètement cette partie de ma vie jusqu'à ce qu'un jour, il y a Gislain Toa qui arrive dans un des snacks où je travaillais. Il a donné un carton d'invitation. C'était le neveu de notre boss. Il est venu donc donner un carton d'invitation pour assister à l'avant-première, au visionnage critique d'un de ses films. Et puis, quand j'ai remis le carton d'invitation au boss, il m'a dit, bon, de toutes les façons, il n'aura pas le temps que j'aille le représenter. C'est comme ça donc que j'arrive dans son club et je découvre qu'en fait, il est un peu évolué et ce qu'il fait est fantastique. Et je lui demande donc comment faire pour travailler avec vous. Il me dit c'est trop simple, viens juste au centre tous les samedis et voilà. Et tu vas intégrer le groupe. C'est comme ça donc que j'intègre le groupe L'âme du peuple. Et on a lancé avec les premiers films Coïncidence et l'Europe. C'était vraiment des films école. Personne de nous n'était préparé pour ça. D'accord. Très intéressant. Très intéressant. Mais, une petite question par rapport à tes aventures au Ghana. Ce film, il s'intitule comment et est-ce qu'on peut le voir sur YouTube Malheureusement, jusqu'ici, je l'ai cherché tous les jours. Je cherche, je l'ai jamais aperçu nulle part. Je cherche, je suis fatiguée. Ça veut dire aussi que tu as perdu le contact avec ce groupe-là? Oui, je dois dire qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de Facebook et tout. Malheureusement, mon ami nigérien, il était rentré, après mon départ du Ghana, lui aussi, il est rentré au Nigeria. On s'appelait, mais quand il est rentré au Nigeria, j'ai complètement perdu ses traces. Je le cherche tous les jours, même sur les réseaux sociaux, mais jusqu'ici, je n'ai pas encore eu la chance de tomber sur lui. Lui seul pouvait me donner, pouvait me dire ce qu'est devenu le film. Je pense que le titre, c'était My Love, à moins qu'ils aient changé après moi, mais ça devrait être le titre du film. Ben, fais un petit voyage jusque-là, peut-être que tu vas le retrouver. Oui, c'est prévu, c'est prévu. Ok. Donc, malheureusement, toi-même, tu n'as pas encore vu ton tout premier film. Nous, on attend, en tout cas. Moi, j'attends. En tout cas, très belle anecdote. Merci. J'ai une question aussi par rapport au film, comment ça s'appelle? J'ai toujours des difficultés pour prononcer ces mots-là. Un amour à Malantoine. Malantoine ou Malantoine, je ne sais pas. Bon. Malantoine. Malantoine, voilà, c'est ça. C'était pas un grand rôle, c'est vrai. Et pour une fois, on t'a vu dans un rôle pratiquement secondaire. Mais c'était quand même un rôle où, curieusement, tu n'as pas beaucoup parlé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu n'aies pas un rôle beaucoup plus costaud comme celui de Yannick, par exemple? C'était par rapport au scénario, je crois. Le scénario ne faisait pas trop bavarder, non, du coup. J'ai fait ce qui est écrit. Et je pense que si c'est quelqu'un d'autre qui m'avait sollicité, je ne serais jamais partie. Mais comme c'était M. Ousmane Stéphane de la Boéa Film Academy, un réalisateur que je respecte beaucoup, donc du coup, je n'ai pas hésité. D'accord, parce que c'était étonnant de voir une actrice de grand talent comme toi jouer un petit rôle comme ça. C'est ça qui m'avait un tout petit peu tiqué, quoi. Bon, en fait, ce qui m'a séduit dans ce personnage-là, c'était déjà que c'était différent de ce que j'avais déjà fait jusqu'ici. Donc, pour une fois, on allait voir, on allait voir une femme de maison, sans qu'elle soit en train de faire des conneries. Donc, je pense que malgré le fait qu'il ait été pas très, très consistant, j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé, vraiment. D'accord. Zandel, maintenant, tu peux reposer ta question parce que là, on ne t'entendait pas. Vas-y, oui, effectivement, j'ai pas de connexion. Tu as des problèmes avec ton micro ou
Est-ce que c'est pas les écouteurs là, les micros n'est pas peut-être, je sais pas, un peu Alors, éloigné? oui, alors attendez, vous m'entendez là? Là, vous Ouais, m'entendez? 5 Ok, sur Oui, on 5. t'entend. ok. Oui, alors je disais par rapport en fait à ses collaborations avec Ghislain Toa, notamment euh, qu'on appelle La mère de ma fiancée. Moi, j'avoue que sur ce film et sur pas mal de films de Ghislain Toa, je reste sur ma faim. Notamment La mère de ma fiancée, je trouve que ça s'est terminé trop brusquement en fait. On ne sait pas comment la fille est décédée. Euh, donc je trouvais que ça méritait une fin un peu plus, bon, pas forcément une fin heureuse, mais je voulais savoir, Aimée Virgile, qu'est-ce qu'elle en pensait justement par rapport à ce film, à la fin. En fait, La mère de ma fiancée, c'est pas un film. Bon, c'est vrai qu'on a. La mère de ma fiancée, c'est un extrait du feuilleton Tourbillon des détresses. On a extrait une partie de l'histoire principale. Et la partie qui, jusqu'à présent, les deux parties, parce qu'il y a La mère de ma fiancée, partie 1, partie 2, les deux premières parties qui, jusqu'à présent, sont passées sur YouTube, en fait, ont été extraits des premiers 26 épisodes de la série. Ce n'est qu'après, ça fait peut-être 1 an déjà qu'on a tourné la deuxième saison. Ça veut dire que les autres 26 épisodes. Et on a aussi extrait 2 autres épisodes, dont La mère de ma fiancée, en fait, c'est 4 épisodes. Mais jusqu'à présent, on n'avait pas encore réussi on n'avait pas encore pu le mettre sur les réseaux sociaux parce qu'il y avait beaucoup de choses à corriger. Mais je pense que ça serait fait maintenant que la chaîne YouTube a été lancée. J'attends juste que les choses, qu'il y ait beaucoup plus d'abonnés pour qu'on puisse mettre les 4 parties de La mère de ma fiancée et aussi toute l'histoire. Ça veut dire que tout le feuilleton Tourbillon de détresse va commencer, je pense que d'ici au mois prochain, sur la chaîne YouTube Tata Mimi officielle. Mais Bon, ma question. d'accord, donc du coup, la fin. Oui, vas-y, Zandel. D'accord, parce qu'en fait, oui, en fait, je disais donc, ça veut dire qu'en fait, la fin qu'on a sur Yuri TV n'est pas vraiment la fin, en fait. Du coup. Non, pas du tout, pas du tout. C'est la fin de la première partie. D'accord. Ah, ça, c'est un scoop, ça. C'est bien ça. On va engueuler Patrick. Donc, maintenant, il y a les 2 autres parties qui vont bientôt arriver. Ok, ça, c'est un scoop. Tu as le sourire là maintenant, Zandel. Vraiment, n'est-ce pas? Mais, Ok. Ouais. mais moi, Tata Mimi, moi, j'ai des problèmes avec justement ce film qui est un autre film, mais joué autrement. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire d'un même film, d'un film déjà fait, un autre film? Franchement, je ne comprends pas. Je n'ai pas compris et jusque-là, je me disais, je te poserai la question parce que c'est comme du déjà vu. C'est un film, ce n'est même pas une remake, mais c'est du déjà vu à 100%. Pratiquement aussi avec les mêmes acteurs. C'est un peu ça qui me fait tourner la tête, quoi. Bon, moi non plus, je n'ai pas très bien compris l'objectif du réalisateur Ghislain Toa au début, quand il fait cet extrait de La mère de ma fiancée du feuilleton Tourbillon des détresses. Je lui ai dit, mais c'est quoi le projet? En fait, c'est parce qu'on n'arrivait pas du tout à placer le feuilleton. Il était fatigué, que les gens ne sachent pas qu'il a produit quelque chose, que le monde entier découvre que nous existons et tout et tout. Et puis un jour, il s'est dit, mais j'en ai marre. Ce que je vais faire, c'est que je vais extraire un long métrage de cette série-là, basé sur votre histoire. En fait, c'est l'histoire principale parce que dans le feuilleton, il y a plein d'autres histoires, mais il a extrait juste l'histoire principale, c'est-à-dire que ma fille, moi et son fiancé, voilà. Donc, il a extrait ça et puis il a dit, bon, on va balancer ça comme ça sur YouTube et puis ça va permettre que les gens découvrent qu'en fait, vous existez. Je pense que c'est parce qu'il en avait un peu marre de voir que le feuilleton n'avançait pas. On n'arrivait pas à le placer. On a essayé avec A+, avec TV5, avec CATV, avec Canal 2. On avait essayé, mais ça ne donnait rien de bon. Et puis, je pense qu'un jour, comme ça, il en avait marre et puis il a décidé de faire un extrait et de le balancer sur les réseaux sociaux. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas eu des commentaires de la part des abonnés ou moi, je n'ai pas bien vérifié ça. Est-ce qu'il n'y a pas eu des commentaires par rapport à ça? Bon, au début, quand on a balancé La mère de ma fiancée,
les deux parties, les gens n'ont pas su en fait que c'était issu, que c'était tiré d'un feuilleton. Donc, je pense que oui, les gens ne savaient pas en fait. C'est quand on a dû diffuser la première partie du feuilleton, je pense que c'était passé sur 9 TV, mais beaucoup de gens jusqu'à présent n'ont pas encore eu l'occasion de regarder. C'est pour ça que je prévois de remettre ça en entier sur la chaîne YouTube Tata Mimi officielle. Donc, beaucoup de gens jusqu'à présent ne savent pas que c'était tiré de Tourbillon des détresses, parce que Tourbillon des détresses en lui-même n'a pas encore été regardé par la majorité. Ah, d'accord. OK. Quelqu'un d'autre a une autre question en rapport avec le cinéma ou les films? Sinon, on peut passer à une autre série de questions. J'ai une question par rapport à ton engagement dans la vie sociale ou dans la société. Et dernièrement, on a vu une petite vidéo qui a circulé ici. Nous l'avons eue et nous l'avons aussi même postée dans notre groupe où tu défends les enfants qui sont abandonnés par leur mère. Tu as poussé un cri, un coup de gueule, comme on dit là, un coup de gueule par rapport à ces femmes qui abandonnent leurs enfants ou qui ne s'occupent pas convenablement de leurs enfants. Il y a quelque chose qui m'a un peu inquiété là. Tu t'en prends aux mères alors qu'ils ont des papas. Il y a des papas, il y a des pères. Je pense que ce n'est pas les mères, ce n'est pas les femmes qui sont seules responsables de l'éducation ou comment dirais-je, du bien-être de ces enfants-là. Tu n'en parles pas. La question d'abord, c'est pourquoi? Alors que normalement, dans ce genre de situation, c'est beaucoup plus les pères qui ont une grande responsabilité à veiller à ce que la maman puisse effectivement bien gérer les enfants. Ta réaction? Oui, la question est assez, la question est assez intéressante. Je dirais que, en fait, cette réaction, je pense que parfois, je me dévoile parfois un peu trop à mon goût dans certains de mes petits coups de gueule ou de mes séries, par exemple comme Naouma la matérielle, voilà, puisque c'est moi qui écris. Parfois, je me dévoile un peu trop. Mais je dirais que c'est un peu parti, puisqu'on dit la société fait de nous c'est ce que nous sommes aujourd'hui. J'ai grandi dans une société où j'ai vu, oui, je n'ai pas vu beaucoup d'hommes présents pour leurs enfants. Ça, c'est dommage. Je n'ai pas vu beaucoup de papas présents dans la vie de leurs enfants. Par contre, j'ai vu beaucoup de femmes être prêtes à tous les sacrifices pour le bien-être de leur progéniture. Moi, déjà, de ma propre expérience, voilà, de ma propre expérience, mon expérience personnelle, mon papa, par exemple, m'abandonne quand j'ai 6 ans. Mon papa est parti de la maison, comme ça, un beau jour, il nous a lâchés, toute la famille. Ma mère, sa coépouse, mes autres sœurs et moi. Il nous a abandonnés comme ça. Un matin, il a pris son sac, il est parti pour le Gabon et jusqu'ici, il n'est jamais revenu jusqu'à ce qu'il décède là-bas. Je pense qu'on l'a même plutôt enterré là-bas après son décès. Donc, du coup, j'ai été élevée par ma maman. Et pour moi, et autour de moi, j'ai vu trop de femmes seules avec leurs enfants. Donc, pour moi, généralement, quand je veux dire quoi? Dans ma tête, je conçois que le papa peut ne pas être là. Et que l'enfant réussisse, et que la maman réussisse à faire de son enfant quelqu'un de bien. Donc, du coup, je me dis, si le papa étant absent, et que la maman aussi baisse les bras, là, on est foutu. Là, on est foutu parce que moi, si je m'en suis sortie et que je suis devenue celle que je suis aujourd'hui, c'est parce que ma maman n'a pas fait ce que mon papa a fait. Malgré le fait qu'il nous a abandonnés, elle a continué à m'envoyer à l'école, elle a continué à s'occuper de moi, elle a continué à me nourrir, à faire ce qu'une maman devait faire pour son enfant. Et à côté de moi, je voyais presque la même chose dans tous les foyers. Je veux dire quoi? À 80%,
des maisons, que ce soit les voisins, que ce soit dans les membres de la famille. C'était presque le même scénario. Donc, pour moi, j'en suis arrivée à assimiler le bien-être de l'enfant à la force de caractère de la maman. Et bon, malheureusement aussi dans ma propre vie, parce que ma première fille aussi a été abandonnée par son papa. Voilà. Donc, j'ai dû élever ma première fille toute seule, sans son aide. Quand je dis vraiment sans son aide, ça veut dire que même physiquement, même financièrement, je veux dire affectivement, il a été absent sur toute la ligne. Mais pourtant, j'ai dû me battre. J'ai dit non. Ce que ma mère a fait pour moi, je le ferai pour ma fille. Donc, je me dis, à un moment donné, les femmes ont cette force de caractère. Elles ont cette rage qui leur permet d'aller jusqu'au bout du monde pour faire le bien à leurs enfants. Et quand je vois une maman qui n'est pas capable de tels sacrifices, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Bon, pour les papas, je ne sais pas. Hein. Chaque papa est responsable. Je n'ai pas encore attaqué le domaine des papas. C'est pour ça que je dis, à un moment donné, c'est un peu mon expérience personnelle qui prend le dessus. Voilà. Mais pour les papas, je ne pourrais pas trop parler des papas parce que je ne sais pas exactement comment ça se passe avec les papas. Moi, je n'ai pas grandi avec un papa. J'ai grandi avec une maman qui était en même temps papa et maman. Donc, quand je fais des choses dans ma vie, j'assimile un peu tout à mon vécu. D'accord. Bah, de toute façon, c'est un bon combat. C'est un combat qui a du sens et qui mérite franchement d'être encouragé. Mais encore une fois, je crois que la responsabilité, elle doit être partagée parce que tu as toi-même donné un exemple pour dire, vous les mamans, je ne me rappelle plus exactement de la phrase, mais tu dis quelque part, vous les mamans, lorsque le papa te donne de l'argent pour acheter je ne sais pas quoi, toi tu achètes tes maquillages, des choses dans ce sens-là. Mais justement, c'est ça. Donc la responsabilité aussi se trouve chez le papa dans le sens où le papa doit veiller à ce que la maman, l'argent qu'elle donne à la maman est étalé dans les achats, disons, ou les choses dont l'enfant a besoin d'abord, au lieu de se préoccuper de ses rouges à lèvres, de ses je sais pas moi, pommades, etc. C'est ça aussi la responsabilité des parents, parce que c'est 50-50, il faut le dire clairement. Parce que les mamans aussi, tu as vécu cette expérience-là. La maman, elle se trouve devant un fait accompli. Accompli dans le sens où le papa est parti. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle est seule. Mais pour les autres mamans, où le papa, même s'il est parti et qu'il est dans les parages, il est chez la deuxième bureau, comme on dit chez moi, ou chez la troisième bureau, ben écoutez, il faut aller la chercher là-bas et lui dire, écoute, tu t'occupes aussi de tes enfants, ils sont là, ils n'ont pas à manger. Des trucs comme ça. Mais on doit aussi dire que généralement, moi je parle de notre contexte social, on doit dire que dans presque 95% des cas, le bien-être du foyer, de la maison, des enfants et même du papa dépendent du bien-être de la femme. Si la femme veut que la maison soit une maison remplie d'amour et de joie, ça le sera. Si elle veut que sa maison, je ne sais pas qui est le feu dans la maison tous les jours, il y aura du feu tous les jours. Par contre, je veux dire quoi? La femme est ce socle-là. C'est-à-dire que c'est le roc sur lequel la maison... C'est-à-dire que c'est vrai que le papa sort pour se battre et tout. Déjà qu'on assiste de plus en plus avec la vie qui est due actuellement en Afrique. Je crois que c'est partout dans le monde. Il y a des mamans déjà qui sortent le matin et rentrent aussi le soir. Ça veut dire qu'elles sont obligées de sortir le matin, de ramener quelque chose à la maison pour compléter ce que papa gagne. Mais maintenant, en dehors de ça, elle a maintenant encore son devoir de mère. Elle doit maintenir, voilà, elle doit s'assurer que les siens ont de quoi manger avant de dormir. Je ne pense pas, généralement, hein, moi, dans les quelques maisons où je suis passée, où il y avait un papa, quand le papa rentre, il prend son bain, voilà, il se couche et puis il dort.
C'est maman qui doit se rassurer. Est-ce que vous avez pris le bain? Est-ce que vous avez mangé? Est-ce que vous n'avez pas fait ici? Vous avez fait vos devoirs? Vous avez. Beaucoup de choses incombent à la mère. Donc, du coup, je me dis que la femme est... C'est-à-dire que si la femme n'apporte pas l'amour et le bonheur dans sa maison, même son mari ne pourra rien y faire. Vraiment rien. Oui, tu as tout à fait raison. Et par rapport à ça, toujours dans la même ligne là, j'ai lu dans Le Parisien, un journal français, une citation qui t'est attribuée. Tu dis ceci, je vais lire ça, tu dis ceci. Toujours se méfier d'une femme qui revient vers l'homme qui l'a jadis fait du mal. C'est vraiment toi, ça, qui a dit ça? Ah oui, je me souviens. Ah, quelqu'un a lu. Ah, ça me fait plaisir. Mais je pense que c'est... Je ne sais pas trop d'où ça m'est sorti, hein, sincèrement, je ne sais pas. Mais je pense que c'est dans un des épisodes de Woman à Material. Quand je l'écrivais, je suis arrivée là-bas, j'ai dit, quand j'ai sorti cette phrase-là de ma tête, j'ai dit waouh. Mais oui, mais ça peut être vrai quelque part. Parce que je me dis, si un homme t'a blessé et que vous vous êtes séparés, si à un moment donné, tu te fais tellement douce, tu te fais trop douce même et que tu décides de rentrer vers lui, je pense que celui-là devrait se méfier. Ouais. Beaucoup se méfier parce qu'on sait, tu ne sais pas pourquoi elle revient. Parce qu'une fois qu'on a été blessé, on peut pardonner, mais on n'oublie pas. Et comme on n'oublie pas, c'est ça qui doit t'amener, toi, son compagnon, à te méfier toujours et toujours d'elle. Parce que tu ne sais pas ce qui est resté dans sa tête comme séquelle. Parce qu'à tout moment, elle pourrait exploser. Je pense que c'est pour ça que... Et puis un jour comme ça, il y a quelqu'un qui me l'a renvoyé. Quelqu'un a regardé l'épisode. Je ne me souviens plus très bien de quel épisode c'était. Quelqu'un a regardé l'épisode et il a écrit la même chose. Il m'a envoyé par Messenger. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris tout le sens de la phrase. Et puis, comme ça, je me suis amusée à aller sur Le Parisien. Et puis, j'ai décidé de déposer ça là-bas pour voir si ça pouvait intéresser quelqu'un. Et voilà. Mais c'est très fort, très, très fort ça. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est terrible ça. C'est terrible. Et je m'excuse de te le dire, mais j'ai juste pensé à ce que peut-être que ça te concerne, effectivement. Parce que c'est comme si ça sortait franchement de ton cœur. Une citation pareille, c'est comme si c'est une situation que tu as vécue. Donc, c'est toi qui parles. C'est pas ton imagination, mais ton cœur qui parle. Oh oui, je vais dire, comme je l'ai dit, je me dévoile beaucoup trop dans Woman à Material. En fait, c'est d'après une histoire vraie. Parce que je me rappelle une fois, j'ai été presque fiancée à un monsieur. Et après, je pense qu'à un mois du mariage, j'ai dû tout annuler parce que j'étais plus très sûre de moi. Et il avait fait pas mal de choses qui m'avaient beaucoup blessée. Et là, j'avais tout annulé et puis je suis partie. Je pense que quelques temps après, je crois peut-être 6 mois après, il est revenu vers moi et il a demandé pardon et tout. Bon, c'est vrai que quand il revient me demander pardon, j'ai pardonné. J'ai dit oui, je pardonne. Je pense que c'était avec la bouche et pas avec le cœur. J'ai dit oui, je pardonne, mais en fait, je n'avais pas oublié. Donc, du coup, quand je rentre, je décide donc de réessayer avec lui. Après un mois de vie commune à nouveau, j'ai compris qu'en fait, rien n'avait changé. Il avait juste demandé pardon parce que, voilà, il a estimé peut-être entre le pour et le contre de ma présence ou ma non-présence dans sa vie, il fallait que je sois dans sa vie. C'est pour ça qu'il était venu demander pardon. Ce n'était pas parce qu'il le pensait vraiment. Et je me suis dit, voilà, il ne sait pas ce qu'il attend. Et je dois dire que puisque j'ai refait 6 mois chez lui, pendant les 5 derniers mois que j'ai vécu avec lui, je pense que je lui ai fait voir de toutes les couleurs. Vraiment, de toutes les couleurs. Il a vu de toutes les couleurs avec moi.
Et puis dans mon cœur, à chaque fois que je faisais quelque chose, j'étais tellement innocent, tellement naïf. J'avais l'air tellement naïf quand je le faisais. Et j'avais l'air tellement innocent qu'il ne pouvait même pas imaginer que tout ça a été calculé et prémédité dans l'intention de lui faire du mal. Mais quand je suis partie, je lui ai donné le coup de grâce. Le jour où j'ai dit, voilà, j'ai trouvé un appartement, j'avais aménagé à son insu, j'avais meublé tout le confort dont je pouvais avoir besoin. Il n'était pas au courant. Et puis, il avait voyagé. Un jour, quand il est revenu de son voyage, je lui ai dit, ben voilà, je pars. Il me dit, mais comment ça? Je dis, mais je pars. Il n'en revenait pas. Il dit, mais est-ce qu'il y avait... Je dis, mais il n'y a pas de problème, j'ai décidé, je pars. Et en fait, je pense que j'ai été un peu trop mauvaise sur ce coup-là. Parce qu'en fait, je l'ai laissé exactement dans l'état où, c'est-à-dire que quand j'écrivais ce film, le film de notre fin dans ma tête, c'est exactement à ce niveau-là que je voulais le voir, voilà, que je voulais le laisser. Je voulais laisser un homme brisé, un homme fini, un homme malade. Et je pense que voilà, j'avais atteint mon objectif, mais c'est vrai que j'étais pas très fière de moi, mais je pense qu'il avait amplement mérité. Parce que si vous avez regardé l'épisode de Woman Material où je tombe sur mon mari avec une autre fille dans notre chambre, là, je pense que l'épisode est intitulé ça. Oui. En fait, Oui, c'est je me mon histoire. rappelle. C'était mon histoire avec lui. Wow. Ok. Voilà. Wow. Un Merde. scoop. On a un scoop, on a un scoop On là. apprend beaucoup de choses là sur ce live. Ok, très bien, très bien. On c'est a terrible, encore quand même. 10 minutes. On s'achemine vers la fin de notre live. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'en avais une par rapport justement à l'histoire qu'elle nous raconte, son histoire personnelle. Déjà, je la remercie d'avoir eu cette ouverture avec nous. Du coup, moi, j'avais une question, Aimé Virgile. Est-ce que tu penses que justement une femme peut réussir dans la vie? Moi, je pense que oui, mais j'attends ta réponse. Sans avoir forcément à être mariée. Parce qu'on dit toujours qu'une femme doit être comblée si elle a un bon boulot, si elle a des enfants, si elle est mariée. Est-ce que tu partages cet avis? Oui, pour celles qui pensent que le mariage, c'est quelque chose d'important dans la vie, oui. Parce que si une femme pense qu'elle ne peut être accomplie et femme qu'en étant mariée, voilà, oui, pourquoi pas. Bon, mais pour moi, personnellement, j'ai jamais pensé ça. Pour moi, le mariage a toujours été secondaire parce que je trouve que le mariage, pour moi, c'est une privation de liberté. Voilà, ça m'empêche d'aller et venir comme et quand je veux. J'ai horreur de rendre compte à qui que ce soit. Donc, du coup, et quand on est dans cet état d'esprit comme moi, ça ne vaut pas la peine de se retrouver marié parce qu'on va faire souffrir et l'autre et soi-même. Donc, quand on sait qui on est, ça ne vaut pas la peine de se lancer juste parce qu'on veut faire plaisir. Je dois dire que j'ai été à maintes reprises harcelée par des amis, par la famille, parce que Aimé Virgile, marie-toi, c'est le moment plus que jamais et tout. À un moment donné, comme je l'ai dit tantôt, j'ai été presque fiancée, presque mariée, parce que c'était à 1 mois du mariage que j'ai dû tout annuler. Parce que à chaque fois que j'y pensais, j'avais l'impression d'avoir froid, d'avoir chaud. En même temps, j'avais tellement peur, j'étais tellement stressée. Or, pour moi, je dis, quand on se retrouve à 1 mois de son mariage, on doit plutôt être rempli de joie, on doit être impatiente de la venue de ce jour-là. Mais moi, ça me donnait des palpitations, j'avais mal au cœur, j'avais de la fièvre et je me suis dit non, Aimé Virgile, c'est pas pour toi. Il ne faut pas te forcer, il ne faut pas chercher à faire plaisir aux autres pour ne pas être toi-même heureuse à la fin. Ça n'aurait servi à rien. Donc, pour celles qui... Voilà. Écoute, quand je regarde le rôle que tu as joué dans Jugement dernier, la femme de Salomon, là, franchement, oui. on sent que tu n'es pas à l'aise, que il n'y a même pas d'amour, là, franchement. Et ce que tu viens d'expliquer là correspond exactement au rôle que tu as joué dans Jugement dernier avec Salomon, n'est-ce pas?
Oui, c'est vrai que là-bas, je me suis vraiment beaucoup trop forcée à chaque fois. Parce que si j'avais écouté Aimé Virgile, non, il y a des choses que j'aurais changé dans ce scénario depuis longtemps, pendant le tournage. Mais bon, il fallait suivre le scénario, donc voilà. J'étais obligée de rester dans la peau du personnage. D'accord. Alors, pour terminer, Zandel a une mise en situation. Elle va t'expliquer ce que tu... C'est un rôle que tu vas jouer, c'est un jeu de rôle. Elle va t'expliquer une situation et puis fais comme si c'était dans la réalité, ou pas, même pas dans le cinéma, mais dans la réalité. Montre-nous tes talents de grande actrice et par rapport à cette mise en situation que Zandel va te dire tout à l'heure là. Ok. Alain, s'il te plaît, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas nous faire ça. Regarde dans quelle situation ton père et moi nous évoluons depuis toutes ces années. Regarde dans quel état est ton père. On s'est déjà battu comme on a pu jusqu'ici pour t'envoyer jusqu'à l'université. Et quand enfin le Seigneur met sur notre chemin quelqu'un capable de lever cette famille, quelqu'un capable de nous assurer une retraite paisible, et puis tu veux gâcher tout ça. Oui, c'est vrai, c'est un homme, et puis après, pense à tous les avantages que nous aurons. Oui, mais attends un peu, il y a des homosexuels qui existent dans le monde, non? Suppose donc que tu es un couple avec un homosexuel. Et je suis sûre que tu verras les choses. Si tu vois les choses sous cet angle-là, ça serait un peu plus facile, s'il te plaît. Et en plus, en tant que bon Africain, ce que je te conseillerais de faire à côté de ça, tu peux toujours te taper une petite maîtresse à côté, avec qui tu vas faire des enfants que je pourrais élever. Personne n'en saura jamais rien. S'il te plaît, pense à nous, pense à ta famille, pense à tout ce qui t'attend. Et en plus, rien ne garantit que tu seras obligé de passer tout le restant de ta vie avec cette femme, bon, disons cet homme-là. Tu peux y aller, disons peut-être pour 10-15 ans, le temps d'emmagasiner tout ce qu'il nous faudra pour tenir jusqu'à la fin de nos jours. Et après, tu demandes le divorce. Qu'est-ce qui est si compliqué? Nous nous sommes sacrifiés pour toi pendant toutes ces années. Est-ce que tu ne peux pas te sacrifier pour nous, ne serait-ce que pour 10 ou 15 ans de ta vie? C'est trop te demander. S'il te plaît, fais-le pour ta maman. Une occasion comme celle-là, ça risque de ne plus jamais se représenter. Et en plus, je ne sais pas, il pourra peut-être mourir avant toi. Imagine que, je ne sais pas, il, elle, vraiment, comme tu veux. Imagine, bon, tout le monde sait que c'est ta femme. Imagine qu'elle décède avant toi. Ça veut dire que tu deviens automatiquement l'héritier de tout ça. Maintenant, les enfants que tu auras fait à côté, c'est-à-dire avec celle qui vivrait un peu avec moi comme ma ménagère, ça serait bien sûr ta femme. Personne ne saura jamais rien. Tu viendras juste de temps en temps lui faire des enfants. Ce n'est pas si sorcier. Si tu as réussi à vivre avec elle jusqu'à aujourd'hui, sans te douter que c'était un homme, ça veut bien dire que tu peux continuer à vivre avec elle, même en sachant que c'est un homme. En tout cas, j'ai intérêt à ne pas nous faire perdre cette occasion. Je compte sur toi, ton père compte sur toi, la famille tout entière compte sur toi. À un moment donné, il faut bien se sacrifier pour obtenir ce qu'on veut. On n'a rien pour rien dans la vie. Alors, si le prix à payer pour devenir riche pour toi, c'est de passer quelques années auprès, bon, d'un homme, je ne pense pas que ce soit si cher que ça, puisqu'après, tu pourras faire de ta vie ce que tu veux. S'il te plaît, mon garçon, pense-y. Bravo, bravo, bravo. Elle a En tout cas, je donne un 10 sur 10, franchement. Mais c'était pas facile. On voit bien que tu n'as pas... Quand ça a commencé, ça m'a rappelé le mari de ma fille. Voilà. C'est ça. Écoute, je pense que tu n'as pas besoin... Je pense que tu n'as pas besoin de casting pour tous les rôles qu'on te propose, franchement. Et avec ça, oulala, bah écoute, et justement, je voulais demander. C'est impressionnant, impressionnant. C'est clair. Merci beaucoup. Clair. Et c'est avec ça que nous terminons notre live de ce soir. Nous te remercions beaucoup
Tata Mimi, pour ta participation et on a appris beaucoup de choses sur toi, des choses cachées, mais aussi des choses connues. C'est aussi le but de notre club ici, de pouvoir faire parler les actrices, les réalisateurs pour mieux les connaître, mais aussi il y a beaucoup de questions que les abonnés se posent et ils les trouvent dans les questions que nous posons ici. Merci. On se reverra certainement encore une fois. Ça, c'est sûr et certain. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un mot de la fin pour Tata Mimi. Oui. Oui, moi, je remercie énormément Tata Mimi parce que effectivement, je confirme ce que tu dis, Martin. On a appris énormément de choses et on apprend aussi par rapport à encore ces difficultés qu'il y a encore au Cameroun. On se rend compte qu'il y a encore du travail et heureusement qu'il y a des personnes comme Aimé Virgile ou d'autres personnes qui justement ne lâchent pas prise et qui ne ménagent pas leurs efforts. Donc du coup, on vous dit un grand merci de la part de nous tous, de la part des abonnés, pour continuer à nous faire vibrer comme ça. Tout à fait. Okay. On va continuer à faire vibrer nos abonnés. Merci encore une fois à tout le monde et à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Tata Mimi n'a pas un mot aussi de la fin. C'est pour ça que je dis, j'étais assez surprise, voilà, de cette petite réunion entre nous, voilà, et je trouve que c'était assez familial et l'ambiance assez bonne par rapport, j'avais quelques petites appréhensions, je me suis dit, voilà, ça va ressembler à quoi? Mais je dois dire que agréablement surprise de la simplicité de tout le monde et tout. Voilà. Je vous remercie énormément d'avoir pensé à moi et n'hésitez pas. Hein. La prochaine fois, je serai tout aussi honorée de revenir. Ah ben, tu seras la bienvenue. En tout cas, tu seras toujours la bienvenue. Et comme tu l'as constaté, nous, on se tutoie ici. On se tutoie. Voilà. À la prochaine. Merci. À la prochaine.